Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, pour ce nouvel after work curieux où on va parler de l'eau au pluriel des eaux. Vous allez voir pourquoi. Un petit retour aux sources pour comprendre, savoir un petit peu plus sur ce que l'on présente souvent comme la ressource en eau. Mais l'eau n'est pas seulement une ressource, c'est aussi un produit culturel, un produit qui a une influence et qui a eu une influence et qui a encore une influence aujourd'hui sur les histoires de l'humanité. Et pour cela, on va en parler avec deux invités. Tout d'abord avec Jamie Linton. Bonsoir. Tu es originaire du Canada, tu arrives à Limoges en 2014 pour diriger un programme sur la gestion de l'eau à travers une chaire qui est rattachée à la Fondation partenariale de l'Université de Limoges, je crois. Mais sinon, tu es aussi rattaché au laboratoire Géolab, donc de géographie du côté de la faculté des lettres. Donc, tu es géographe de formation, politologue et docteur en philosophie. Et c'est ça qui va nous intéresser aussi dans cet afterwork, puisque tu t'intéresses notamment aux relations des hommes avec l'eau d'un point de vue historique, sociologique et anthropologique. J'ai commencé aux années 90 de faire la recherche sur l'eau comme un environmentaliste. J'étais militante pour les rivières. Et une fois que j'ai commencé à faire la recherche, je me suis rendu compte à quel point l'eau est vraiment c'est un phénomène culturel, social, historique, politique. Et ce sont ces dimensions de l'eau qui me fascinent depuis que je faisais mon doctorat. C'est pas seulement juste une commodité comme on le voit aujourd'hui, parce qu'on est habitué forcément à recevoir l'eau dans le robinet, c'est facile maintenant, mais il y a tout un processus qu'il y a eu avant. Le facteur déterminant de t'être intéressé justement à cette question sociologique de l'eau, tu l'as dit, c'est pendant ton doctorat, mais ça a été quoi est-ce qu'il y a eu un événement déclic, quelque chose, une prise de conscience qui t'a fait dire je veux étudier absolument dans ça, au-delà du côté militant, comme tu l'as dit précédemment? Si vous voulez savoir c'est quoi l'état actuel de nos pensées, regarde dans un dictionnaire. Hein? Et si tu regardes la définition de l'eau dans un dictionnaire, ça commence avec un composant d'oxygène et hydrogène. Il y a l'aspect chimique. H2O, oui. C'est une idée moderne. Ça, cette notion de l'eau, bien sûr, c'est une idée moderne. Donc les différentes eaux, c'est ce que tu appelles, ou ce qui est appelé en tout cas les eaux plurielles. Oui. Donc il y a quoi comme différentes eaux? Est-ce qu'il y a une liste établie? Est-ce que finalement ça dépend des différentes cultures? Enfin, comment on aborde ça en fait, cet aspect justement historique qui fait que c'est hyper spécifique selon les civilisations et selon là où elles coulent quelque part? Avant cette notion de l'eau comme une composante chimique, l'idée de l'eau, c'était un peu compliqué parce que c'était considéré à la fois un élément classique, hein, parmi les autres éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, depuis Aristote. Hein. Mais ces éléments classiques étaient super variables. Hein. Il faut savoir que les gens, leur notion d'un élément, c'était pas la même que notre notion moderne d'un élément. L'Antiquité, jusqu'à la modernité, et même aujourd'hui, hein, les gens faisaient une distinction beaucoup plus importante entre les différentes eaux. Par exemple, Hippocrate, la fameuse, médecin, le grec, père de la médecine, il faisait une distinction très importante entre les différentes eaux, avec la qualification de ne jamais mélanger les différentes eaux. Et ça, c'était pour un souci de santé, un aspect pratique. Hein, parce que quels étaient les grands usages de l'eau en Rome? Classique. Dis-moi. Le quoi? Le bain. Le bain, voilà. So, le bain, les bains romains, très bien connus. On a besoin d'une certaine qualité de l'eau pour les bains qui n'est pas exactement la même qualité de l'eau qui sert pour boire, par exemple. Hein? Il y a des eaux qui étaient très bien pour fixer les teintures, par exemple. Okay. Il y a des qualités d'eau qui étaient très bien pour certains processus industriels. Hein? Qui n'étaient pas bien du tout pour boire. C'était des eaux et des fontaines qui ont soutenu des relations sociales. Surtout, ils ont donné un rôle très important, surtout aux femmes.
J'allais le dire, avec les lavoirs, par exemple. Oui, oui, bien sûr. En quoi c'était justement un marqueur social important? Alors, tu as donné l'exemple des femmes. C'était quoi, en fait, concrètement, l'effet que les lavoirs ou les fontaines pouvaient avoir? J'imagine que c'était par rapport au fait qu'elles pouvaient se réunir, peut-être? Ben, tu parles des lavoirs. Hein? À l'époque des lavoirs, si tu veux, les femmes avaient, je veux dire que les femmes avaient un rôle assez important, hein, sur l'approvisionnement de l'eau. C'était bien sûr les hommes qui ont fait le travail pour approvisionner, mais c'était les femmes qui avaient un rôle et une voix plus importante. Il y a l'aspect rôle qui était partagé et cette hiérarchie, si je peux le dire ainsi, mais aussi, c'est pour ça que je prenais les exemples des lavoirs, c'est le côté aussi peut-être réunion sociale finalement, le fait d'avoir un temps hors du foyer où on était à une époque ultra patriarcale finalement, ça permettait ce temps-là justement pour les femmes, non? Oui, ouais, surtout sur un sujet qui est très intéressant. Ça veut dire le rôle de l'eau comme un médium social. Si à Limoges, par exemple, tu peux parler de la rivière La Vienne, tournant les siècles, le XXe siècle, c'était un lieu pour les ponticaux et pour tout, plutôt les ponticaux. C'était un lieu super social. Hein. Il y avait beaucoup de monde qui nageait dans la Vienne à l'époque. Il y avait un groupe qui s'appelait les Enfants de la Vienne, fondé en 1906. C'était des ponticaux qui ont vraiment ils ont réclamé la Vienne comme un endroit social. Et c'était un lieu où il y a des l'ancienne fête de pont, par exemple. Il y avait plein de monde. Aujourd'hui, nous sommes tous individualisés, séparés dans nos propres salles de bain, dans nos propres douches. Et puis aussi, c'est un peu compliqué de nager dans la Vienne aujourd'hui, on va pas se mentir, en termes de qualité d'eau. Ben écoute, la qualité d'eau aujourd'hui, c'est mieux qu'il y a 90 ans. Ah oui? Parce que après, alors moi, il me semblait que dans la Vienne, justement, il y avait beaucoup aussi de canalisation avec les déjections ou autres. Et est-ce que ça, c'est vrai du coup? Pire. Il n'y avait aucun traitement. C'était pire avant encore? Il n'y avait aucun traitement. Ouais. Okay. Voilà. Tout est débouché dans la Vienne. C'était pire. Je suis aucun doute que c'était pire à l'époque. Non, la raison pour laquelle, il y a plein de raisons. C'est la raison culturelle. Nous sommes habitués aux piscines, nous sommes habitués à la mer. C'est pas dans notre tête d'aller nager dans une rivière, c'est sale. Hein? On n'est pas. Non, c'est vraiment, c'est nous et notre approche, nos attitudes qui ont changé, qui a changé notre relation avec la rivière. Et d'abord, de reconnaître la possibilité de notre manière de regarder qu'est-ce que c'est l'eau. Ça, c'est un premier pas vers la résolution d'un conflit entre les gens quand il y a des différences. Être conscient des différences d'eau exige une attention forte à son environnement. Je dis son environnement au lieu de l'environnement. Okay? Parce que l'environnement, c'est ce que m'entoure. J'ai mon environnement, toi, tu as ton environnement. Moi, je fais partie de ton environnement en ce moment. Tu vois? Mais la notion de l'environnement comme un objet qui existe sans nous, ça c'est un peu bizarre, je trouve. Donc, quand on parle des eaux en pluriel, toujours dans l'idée ici, tu sais, nous avons parlé depuis des années de le changement climatique. On cherche peut-être une autre approche. Hein? Et pour nous, cette approche, c'est de commencer à reconnecter des gens avec l'eau dans l'esprit, dans l'espoir que ça peut nous mener vers des autres idées et des autres pratiques et des autres solutions vers l'eau. En fait, c'était parce qu'aujourd'hui, notre conception de l'environnement, c'est vraiment une conception très abstraite. Et un des objectifs de ces 2 jours-là, c'était d'introduire nos étudiants et le public plus largement à le fait que ça fait partie de notre vie. Hein? Ouais, voilà. Finalement, je vais conclure en disant que la plupart d'entre nous ne connaissent l'eau que des robinets et nos ancêtres étaient parfaitement conscients de leurs eaux locales, de leur qualité, leur disponibilité et leur pouvoir.
Et notre réflexion est que en renouant avec les eaux locales, ça peut nous fournir de nouvelles perspectives pour faire face aux problèmes. Du coup, je vais vous poser la question à tous les deux. Est-ce que vous étiez déjà, j'imagine, au courant ou pas de cette financiarisation? Alors, c'est des exemples assez exceptionnels. On parle de l'Australie, on parle peut-être d'autres pays anglo-saxons, comme aux États-Unis aussi. En France, on est pour l'instant préservé de cette idée-là de financiarisation de l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez, Nils? Je t'ai pas encore fait trop parler, donc je te laisse parler en premier. Et ça fait peur parce que on fait penser que sous couvert de donner une valeur à l'eau, on va mieux la gérer. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on donne de la valeur à quelque chose, il y a des spéculations qui sont derrière et qui va faire un usage peut-être qui est pas nécessaire et pas, enfin en tout cas, l'aspect naturel de l'eau va être détruit, quoi. Voilà. Donc, et voir les usages qu'on va en faire, parce que si c'est pour stocker de l'eau, pour avoir voilà, Pour créer la pénurie, voilà, pour qu'elle prenne de la valeur, par voilà, exemple. et c'est vraiment le risque en donnant de la valeur. Alors c'est aussi donner de l'argent pour la ressource. Ça peut être, enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça nous est vendu, cette financiarisation de l'eau. C'est les services écosystémiques, c'est savoir voilà, donner de la valeur à ce que l'écosystème nous donne. Mais est-ce que l'écosystème il sert que à l'être humain? Est-ce que ça va réellement avoir une valeur qui va être utilisée pour la ressource, pour le sauvegarder, pour l'entretenir? J'en suis pas sûr. L'eau, source décarbonée et non intermittente d'énergie, on va parler de ça avec toi, Nils. Donc j'ai fait, c'est une étape importante parce que j'ai travaillé à Montpellier dans un bureau d'études en fait qui faisait de l'installation de mesures pour la DREAL. Donc il y a tout un ensemble de points de mesure qui sont sur le réseau français, donc Alors dans les rivières. L'ADREAL, pour les moldus comme moi, c'est quoi C'est l'organisme d'État qui s'occupe de la gestion de la ressource. D'accord. Donc du coup, ils ont 5000 points de mesure dans toute la France où on va voir les débits des rivières. Et ces points de mesure, il faut les installer. Donc il y a des gens qui vont installer des radars pour mesurer les débits de rivières. Voilà. Donc j'ai installé ça et j'ai travaillé, quand j'étais dans cette entreprise, j'ai travaillé pour quelqu'un qui possédait une microcentrale hydroélectrique. Okay. Et là, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc ça, c'était à quelle période à peu près vous avez fait cette rencontre-là? C'était en sortie de licence après mes CDD à l'Office de l'eau. D'accord. C'était vraiment il y a 7-8 ans. Quoi. Voilà. Ok, donc ça a germé pendant... Et voilà, ça a germé, j'ai essayé de chercher une microcentrale à vendre, savoir comment marchait un petit peu ce monde de producteurs hydroélectriques. Et du coup, je suis revenu en Limousin et j'ai travaillé chez une entreprise qui faisait de la maintenance industrielle, qui s'occupait de la maintenance des installations de petits producteurs en Limousin. Et en rentrant dans cette entreprise, j'ai découvert vraiment plein de petites centrales de petites productions, des anciens moulins qui ont été reconvertis en micro-centrales hydroélectriques. Et j'ai voulu me lancer là-dedans. Mais c'était très compliqué à trouver, voilà, parce que c'est très recherché. Et puis il y a des industriels qui commencent à se mettre un peu sur le marché parce qu'ils essaient de se placer, parce que c'est des choses qui peuvent être très rentables. Surtout en ce moment. Voilà, et c'est des placements sûrs. Voilà, c'est ça. Ouais. Les rentabilités sont pas énormes, mais c'est des placements sûrs. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont de l'argent et qui essayent de bien le placer. Quoi. Et surtout, en plus, il y a ce côté où, quand on est seul, ça paraît titanesque de se dire je vais retaper un moulin à eau pour le transformer en centrale hydroélectrique. Enfin, je caricature, mais ça paraît être un boulot monstre quand même. Oui, après, il y a tout un écosystème d'entreprises qui travaillent autour de ces microcentrales. Et en fait, il y a beaucoup d'acteurs, en fait. Hein. Il y a des chaudronniers, il y a des électriciens, il y a des bureaux d'études. Il y a même un syndicat de producteurs autonomes, donc Hydro-BV, du bassin de la Vienne, qui a une centaine d'adhérents. Donc, il y a des soutiens. Il y a des gens derrière, quoi, voilà. Mais le problème, c'est l'acquisition. C'est trouver la centrale à vendre et qui soit dans les prix abordables. C'était ça, le gros truc. Et en fait, dans mon parcours, je suis parti à Grenoble pour chercher une microcentrale parce que c'est là-bas où il y a
la houille blanche. Donc, quand on parle d'eau multiple, il y a un moment, au début du siècle, enfin du 20e, il y a eu Vergès qui a parlé de houille blanche. Donc, c'est la houille, c'est le charbon, enfin, c'était l'énergie en fait de l'eau, en fait, c'est la houille. Pourquoi blanche? Parce que c'est quand il y a de la pression, on a une écume blanche qui apparaît. Donc c'était une façon aussi de voir l'eau différente. Tu as parlé de Bergès, du coup, c'est qui juste pardon, c'est le fondateur de l'hydroélectricité, enfin en tout cas, qui a fait la promotion de l'hydroélectricité au niveau français. D'accord. Au début du 20e. C'était quoi, un ingénieur? Un ingénieur, ouais. Enfin, c'était un industriel papetier qui cherchait à électrifier son usine, quoi. Et du coup, c'est là-bas que c'est né en fait l'hydroélectricité. Donc moi, je suis allé au berceau de l'hydroélectricité. Pourquoi? Parce qu'il y a du relief et que pour produire de l'électricité avec de l'eau, il faut soit beaucoup d'eau, soit un petit peu d'eau, mais beaucoup de hauteur, voilà, de la chute. Et en partant là-bas, on m'a appelé, un ami m'a appelé pour me dire est-ce que tu connais la microcentrale de Comprignac? Et moi, mes grands-parents sont de Comprignac et je la connaissais pas. Donc un lien aussi avec le territoire, c'est un signe du destin presque. Donc j'étais quand même surpris qu'en partant là-bas pour chercher une microcentrale, on me renvoie chez mes grands-parents. Et donc du coup, j'ai fini mon contrat de travail quand même que j'avais engagé et je suis revenu très vite en Limousin. Donc là, on est sur quelles années à peu près? C'est il y a 3 ans. Il y a 3 ans, ouais. Okay. 4 ans, 3 ans et demi. Et là, du coup, j'ai racheté cette microcentrale de Comprignac qui était à vendre. Mais en même temps, voilà, il y a plusieurs types de centrales. Alors, les centrales, elles vont se définir en fonction de la hauteur de chute. Alors, c'est comme les types d'eau, hein, il y en a plein de types. Mais moi, je suis très rationnel, donc on peut les cadrer quand même. Il y a les basses, les moyennes, les hautes chutes. On peut mettre des limites. Hein, on parle de moyenne chute au-dessus de 10 mètres et de haute chute. On va parler de haute chute au-dessus de 50 mètres. Toi, tu es une moyenne haute voilà, chute, moi je suis dans les moyennes, mais pour le Limousin, c'est quand même une moyenne haute parce qu'il n'y a pas beaucoup de relief en Limousin et j'ai une chute de 40 mètres. Donc, du coup, c'est quand même important pour le Limousin. Alors, moi, dans mon cas, une 40 mètres de chute, les poissons, ils ne remontent pas. Donc, dans tous les cas, mon seuil, en fait, il fait 1 mètre. Mais ça ne sert à rien que je mette une passe à poisson sur 1 mètre si les 40 mètres précédents, ils ne peuvent pas le passer. Donc, du coup, j'ai été dispensé de mettre une passe à poisson. Mais j'ai quand même, bien sûr, un débit réservé à respecter parce que même si c'est une chute sur 40 mètres, il y a quand même de la faune, il y a de la flore, il y a des micro-invertébrés, il y a des insectes qui se développent. Voilà. Donc, j'ai un maintien de la continuité écologique grâce à ce débit réservé. Donc il y a très peu le débit est très faible en fait. Hein. Mais comme j'ai de la hauteur, je peux quand même produire de l'électricité. Donc l'autorisation administrative, ça c'est fait. L'achat des machines, c'est fait aussi. Et là, le gros truc qui me reste, ça va être le raccordement avec Enedis pour me raccorder au réseau et injecter l'électricité, j'espère, avant la fin de l'année. La possibilité de vendre en gré à gré, donc avec n'importe quel fournisseur. Donc il y a maintenant une multitude d'acteurs. Hein. Vous pouvez acheter votre électricité à plein d'acteurs. Moi, je peux la vendre à plein d'acteurs aussi. Et il y a la vente sur le marché. Ça, c'est sur le marché de l'électricité. Mais c'est des marchés qui sont très fluctuants en fonction d'économie mondiale. Hein, parce qu'aujourd'hui, on est sur des prix de marché qui sont énormes. Mais est-ce que demain, ça va se stabiliser? Peut-être. Il vaut mieux pour l'industrie. Parce que y a les acteurs qui sont sur la consommation sur le marché, ils commencent à avoir du mal à payer leurs factures. Mais moi, du coup, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Il y a Enercop qui rachète l'électricité de petits producteurs comme moi. Il y a aussi Énergie d'ici qui s'est spécialisée dans le rachat d'hydroélectricité. Il y a une multitude d'acteurs. Mais le plus simple, c'est peut-être de faire un contrat gré à gré avec EDF
Moi, j'en suis pas là parce que j'ai pas de raccordement encore. Voilà. Mais merci beaucoup. Alors juste avant de conclure, le but, alors c'est pas un quiz en mode est-ce que vous avez bien écouté tout ce dont on a raconté, non. C'est plus, on va dire, des petits fun facts pour pouvoir briller en société des prochaines fois à l'apéro ou autre. Que signifie l'expression « il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». En fait, c'est une expression qui date du Moyen-Âge et qui fait référence à une espèce de fable dans laquelle un alcoolique aurait affirmé ne plus jamais boire. Seulement, un soir, il a rompu son serment et sur le chemin du retour, il titube et il chuta dans un bassin d'eau où il se noya. Donc c'est pas un happy ending, hein, on n'est pas sur un Disney. Mais voilà, en tout cas, la genèse de cette expression-là. On peut passer à la question suivante. On pense souvent que le porteur d'eau, alors c'est valable aussi dans le foot, dans plein d'autres sports, des sports collectifs, hein, de manière générale. Il y a ce cliché-là que le porteur d'eau, c'était la personne qui était sur le côté et qui donnait les gourdes. Eh bien, c'est un peu un nom familier qu'on donne à une personne qui est pivot, généralement dans les sports collectifs, mais c'est le plus populaire dans le cyclisme en l'occurrence. Voilà. Combien pèse un litre d'eau ? Évidemment, c'est les 3. Bon, ça marche mieux avec la blague qu'il y a la différence entre 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb, mais voilà, je me suis dit que pour terminer, ça pouvait être chouette de faire tout ça. Nils, Jamie, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cet afterwork. Merci à vous également d'être venus malgré des belles vacances de Pâques. À très bientôt et puis salut, ciao.